Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde étudiante. Officieusement, c'est la table ronde des jeunes chercheurs, n'est-ce pas? Time Out 2022, donc sur le thème de la construction. Et pour cette table, nous avons choisi, alors plus exactement, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Marie Lacombe, qui n'est pas ici parmi nous, mais qui fait des synthèses par ailleurs, a trouvé le thème de cette table, déconstruire pour reconstruire, point d'interrogation. Un thème qui sera abordé par donc des jeunes chercheurs et jeunes artistes, n'est-ce pas, dans des domaines très variés. Voilà. Alors pour vous présenter rapidement le format, on va avoir 4 grandes parties, normalement c'est 3 en bon franco-français, mais non, cette fois ce sera 4. Chaque partie aura une sorte de représentant, de personne qui sera mise en valeur, l'une de ces 4. On va parler donc de déconstruire pour reconstruire en architecture, en écriture, enfin en littérature, en histoire et en philosophie. Et donc le premier petit jeu pour vous, c'est que pendant le tour de présentation, vous pouvez essayer de relier qui va traiter en particulier l'un de ces sujets, donc architecture, littérature, histoire et philosophie. Donc voilà, je vous propose, comme je le disais, de commencer par un petit tour de présentation en commençant dans l'ordre, mais qui n'est pas donc l'ordre littérature, etc. Avec Tiffaine Lours, qui va se présenter. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour cette table ronde. Alors moi je suis Tiffaine Lours, je viens de terminer mon master en histoire contemporaine à Sciences Po et je travaille plus exactement sur l'histoire de la médecine. Mon sujet de recherche porte sur l'histoire des greffes d'organes et de tissus en France au XIXe siècle. Donc un sujet vaste où peu de choses en fait a été fait. Donc j'ai le champ libre et c'est suffisamment rare pour être apprécié. Jimmy de Groot. Bonjour à tous, donc Jimmy de Groot. Je suis également ravi de pouvoir participer à cette table ronde avec vous tous. Donc moi je travaille en philosophie des sciences, en métaphysique également. Je fais une thèse sur le problème de l'applicabilité des mathématiques à la nature, que j'essaye d'étudier notamment au prisme d'un corpus philosophique particulier, celui de Leibniz, qui me semble avoir pas mal de ressources pour renouveler l'état de la question contemporain. Barnabé Crespin-Pommier. Bonjour, alors merci de m'avoir invité pour cette table ronde aussi. Du coup, je m'appelle Barnabé Crespin-Pommier et là, je viens de terminer un master de recherche et création littéraire à Cergy-Pontoise, où j'ai travaillé sur la fantaisie francophone contemporaine et sur le processus créatif en fantaisie. Voilà. Et Rachna Bouna. Merci également pour cette invitation. Je pense que maintenant, c'est pas très compliqué de deviner les profils. Malheureusement, on a spoilé. Moi, je suis doctorante. Je travaille sur l'éco-conception des bâtiments. Et mon sujet de thèse se porte sur comment calculer les impacts de la qualité de l'air sur la santé des occupants. Voilà, donc vous l'aurez deviné, donc Tiffaine nous parlera plutôt d'histoire, mais bien sûr après tout le monde abordera tous les sujets. Jimmy plutôt la philo, Barnabé plutôt la littérature, et donc on va commencer avec toi, Rachna. Du coup, je te laisse peut-être poser ta propre question, comme tu le souhaites. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi déconstruire pour reconstruire dans le bâtiment ? C'est-à-dire, je vais répondre à la question plutôt environnementale. Dans le bâtiment, aujourd'hui, on a plusieurs soucis. Je vais commencer par vous parler du problème énergétique. Donc les bâtiments, aujourd'hui, on en a pas mal qui sont ce qu'on appelle des passoires énergétiques. Donc on a tout ce qui est des fuites, des infiltrations d'air ou des manques d'isolation. Donc ce qui fait au final, qui fait souvent très froid à l'intérieur. On peut le voir notamment avec des vieux immeubles parisiens. Souvent on a très très froid, on est obligé de mettre beaucoup de chauffage, de mettre un pull. Donc voilà, ça pose une question de consommation énergétique. On consomme beaucoup d'énergie pour chauffer des bâtiments qui aujourd'hui auraient pu en consommer moins. Donc l'idée d'aller rénover tout ça, c'est pour rajouter de l'isolant. Donc on peut enlever des vieux isolants qui servent un peu plus à grand chose et en rajouter de nouveaux. On peut aller enlever les vieilles fenêtres simple vitrage pour en mettre des doubles vitrages. C'est des fenêtres qui vont au final bien isoler et laisser passer moins le froid. On peut aussi penser à la réparation, donc réparer des fuites.
et à enlever les vieux systèmes de ventilation pour en mettre des systèmes double flux. Ce que c'est la ventilation double flux, c'est tout simplement on va prendre de l'air de l'extérieur et on va, avant que ça rentre à l'intérieur, déjà le chauffer en amont avec l'air qui va être extrait. Donc l'air intérieur est un peu plus chaud que l'air extérieur, donc on va faire un échange de chaleur entre les deux pour un peu chauffer de manière économique, on va dire, l'air qui va rentrer. Donc on aura moins de besoin de chauffage. Mais je parle du froid, mais il faut aussi parler du chaud parce qu'on est dans un contexte de changement climatique et dans les années à venir, bon, on l'a déjà un peu vécu, des canicules assez dures, mais là on va en vivre des assez intenses. Donc l'idée c'est aussi d'aller rénover pour prendre en compte le froid. Aujourd'hui on a surtout la solution des climatiseurs, mais les climatiseurs c'est clairement pas la bonne solution. On fait du froid dedans, mais on fait du chaud dehors, donc ça ne fait qu'empirer le problème, on crée des îlots de chaleur. Donc l'idée c'est d'aller rénover, par exemple, pour avoir plus d'ouvertures. Donc l'idée aujourd'hui c'est d'avoir des ouvertures, ce qu'on appelle traversantes, pour permettre l'air de circuler librement à l'intérieur, pour encourager une ventilation naturelle. On peut aussi parler d'inertie. Donc si vous rentrez dans un vieux immeuble de pierre, vous sentez tout de suite qu'il fait plus froid quand il fait chaud dehors. Et ça, c'est la question de l'inertie. Donc la pierre, elle va permettre de créer un déphasage, c'est-à-dire que pendant la nuit, il fait froid, donc la pierre se refroidit, et pendant la journée, il commence à faire chaud, mais la pierre, elle met du temps à se réchauffer, et donc il continue à faire plutôt froid dedans pendant plusieurs heures alors qu'il fait chaud dehors. Et ça, encore une fois, nous permet d'éviter d'aller utiliser des moyens artificiels pour refroidir. On a aussi la question de l'occultation et de l'orientation, c'est-à-dire on a des fenêtres qui vont être plein soleil, donc clairement on aura beaucoup d'apport de chaleur à l'intérieur, donc l'idée c'est d'aller ou occulter ou changer l'orientation des fenêtres ou repenser l'orientation des fenêtres quand on fait la rénovation du bâtiment. Je vais aussi vous parler, donc là j'ai parlé d'énergie, mais je vais vous parler d'électricité. Il y a peut-être des immeubles aujourd'hui où on n'a pas assez d'ouverture et on est obligé d'allumer les lumières, donc ça c'est un peu dommage parce qu'on a quand même de la lumière naturelle qui vient du soleil. Donc l'idée c'est d'aller penser à des ouvertures ou repenser à des ouvertures. Donc on peut aller en créer de nouvelles dans le bâtiment existant pour capturer le maximum d'énergie naturelle, donc d'électricité, ne pas consommer d'électricité pour capturer le maximum de lumière. Et donc pas utiliser l'électricité de manière pas nécessaire. Finalement, on a aussi la question de la qualité de l'air, donc c'est le sujet sur lequel je travaille. Des matériaux qu'on utilise dans la construction vont émettre des substances dans l'air, et ces substances-là sont assez néfastes à notre santé. Il y a des substances qui peuvent être très toxiques. On l'a vu dans le passé avec l'amiante et le plomb, donc il y avait de l'amiante dans le passé dans les isolants, le plomb dans la peinture. Ce qu'on a fait quand on a appris que c'était pas bien pour la santé, on a tout enlevé, donc on a déconstruit, on a changé d'isolant, on a changé des méthodes de peinture. En vrai, aujourd'hui, il y a encore d'autres substances, on en parle moins, on les maîtrise peut-être moins. Donc l'idée, c'est justement d'aller re-questionner ces choix de matériaux qu'on a fait dans le bâtiment pour les enlever, pour en mettre des plus respectueux pour notre santé. Je vais peut-être terminer là-dessus et je vous remercie. Merci beaucoup Rachna, mais alors peut-être pour enchaîner tout de suite sur l'aspect déconstruire pour reconstruire, est-ce que finalement, comment tu envisages le bâtiment du futur, le bâtiment écolo du futur? Est-ce qu'on va pouvoir bricoler sur les bâtiments existants en remplaçant des vitres, en changeant des systèmes de ventilation, ou est-ce qu'un jour il faudra tout démolir pour tout reconstruire? Donc effectivement, c'est une question très intéressante. Il y a cette question de pouvoir moduler l'existant, parce qu'au cours du temps, tout change en fait avec le changement climatique, certes, mais les fonctions qu'on a, nous, du bâtiment évoluent aussi. Donc il y a effectivement cette question de modulabilité, je ne sais plus. Et donc c'est très intéressant d'aller aussi concevoir des bâtiments qui pourraient facilement être déconstruits. Donc penser à comment facilement changer une fenêtre sans émettre plein de poussière dans l'air, donc facilement juste enlever et remettre. Donc c'est vrai que c'est une question très intéressante. Le bâtiment du futur, ça pourrait être un bâtiment qui serait facilement déconstruit, reconstruit sans
sans émettre des polluants dans l'air. Alors justement, on voulait aborder dans cette première partie les questions un peu écologiques. Et je me tourne peut-être vers Barnabé, qui lui aussi, parce que Barnabé écrit un roman, mais de science-fiction, enfin de fantasy, c'est ça ? Fantasy, ouais. Fantasy plutôt, donc tu es tourné vers le futur. Et donc justement, est-ce que tu imagines le monde du futur, un monde écologique, peut-être qui déconstruirait notre propre monde actuel ? En l'occurrence, pas avec ce roman-là, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une question que je me pose beaucoup en tant qu'écrivain, apprenti écrivain, et que beaucoup d'apprentis écrivains et même écrivains-écrivaines aujourd'hui se posent la question de comment est-ce qu'on représente des choses qui n'existent pas encore et dont les représentations même n'existent pas encore dans nos têtes. Et sans ces représentations-là, est-ce qu'on est capable de faire des choix de société cohérents et corrects ? Pas forcément. En tout cas, c'est peut-être un enjeu, c'est peut-être trop ambitieux aussi, mais c'est un enjeu que peuvent avoir des créateurs aujourd'hui, de se dire comment on va faire exister des images qui sont inexistantes pour l'instant et qui ont besoin d'exister et qui doivent reposer sur des apports scientifiques. Voilà. Mais moi, j'en suis pas du tout là, c'est juste des questionnements que j'ai sans avoir de réponse pour l'instant. Alors n'hésitez pas aussi entre vous à vous interpeller si vous le souhaitez et à interpeller Rachna qui est notre spécialiste matériaux, architecture, n'est-ce pas ? Et peut-être Jimmy pour faire un petit tour de table. Alors Jimmy, vous avez compris, c'est notre philosophe. Est-ce que tu penses qu'il faut déconstruire plutôt nos idées, notre conception actuelle de nos modes de vie finalement pour aller vers un monde plus écologique? Alors ça, j'aurai un petit peu l'occasion d'en parler tout à l'heure, je voudrais pas trop m'avancer. Je pense qu'en tout cas, c'est une étape qui est quand même salutaire d'un point de vue juste intellectuel, d'être en mesure de remettre un petit peu en question de temps en temps les évidences établies sur lesquelles on a construit notre monde. Moi, en l'occurrence, j'aurais une question un peu sur les matériaux. Je m'interrogeais sur la possibilité d'utiliser le vivant pour reconstruire notre rapport au monde. Et quand je dis utiliser, je n'ai pas du tout à l'esprit une vision instrumentale, mais plutôt l'idée en fait d'une forme d'harmonisation, peut-être avec le végétal par exemple. Est-ce que ça, c'est une dimension qui a une place dans la réflexion qui est la tienne? Tu parlais aussi de la rénovation de la qualité de l'air. J'imagine que penser avec le végétal aide aussi à résoudre ce problème-là. Donc voilà, comment on se positionne vis-à-vis du végétal et du vivant de manière générale, lorsqu'on veut reconstruire le monde d'un point de vue architectural. Merci beaucoup pour ta question, ce qui est quand même un sujet d'actualité très intéressante. Moi, personnellement, je ne travaille pas là-dessus, j'ai envie de dire pas encore là-dessus, parce que ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien travailler là-dessus. Donc il y a effectivement cette question de végétalisation, on voit ça un peu partout dans les nouveaux écoquartiers, voilà. Il y a cette question de végétaliser, le fait d'apporter du végétal dans la ville, déjà on voit beaucoup de gains en termes d'énergie parce que ça sert à rafraîchir. Donc par exemple, si on a des toitures végétalisées, on pourrait consommer moins d'énergie pour refroidir l'intérieur, mais même pour réchauffer parce que ça sert aussi d'isolant. Et pour aller plus loin sur la question de la qualité de l'air, c'est aussi un sujet qui est passionnant. Donc les plantes ont la capacité quand même d'absorber à la fois le CO2, on le sait, mais aussi ce qu'on appelle des composants organiques volatiles. C'est des substances gazeuses qui sont dans l'air, qui sont émis par nos activités humaines, mais aussi par les matériaux. Donc tout ça, ce sont des questions effectivement à aborder. Donc encore une fois, pour penser au bâtiment du futur, on pourrait aussi penser à cette intégration de la nature dans la ville pour des questions écologiques. Et Tiffaine a beaucoup de plantes sur son balcon, donc il y a des gens ici qui contribuent à la verdure, je sais pas comment, la verdurisation, je sais pas si voilà. Oh, moi, c'est quand même des questions qui sont assez éloignées de mes sujets de recherche, mais ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est de aussi s'intéresser à l'impact du bâti, la construction, la déconstruction sur la santé. C'est du coup en lien avec mes questions. Et tu parlais du plomb, de l'amiante. C'est vrai qu'historiquement, nous, c'est un sujet
maintenant qui est tout à fait étudié. Je pense en particulier aux travaux de Judith Reinhold. Mais jusqu'à présent, c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'en histoire de la santé, ce mouvement, on va dire, de prise en considération, voilà, d'une sorte de santé écologique, quoi, qui est inscrit dans son environnement, a été encore relativement peu exploré. Donc je trouve ça très intéressant que tu soulèves la question du plomb en particulier, et puis celle de l'amiante, même si je ne peux pas forcément aller énormément plus loin, étant donné que, certes, j'ai des plantes sur ma terrasse, mais mis à part ça, je suis loin d'être une experte en architecture. Oui, je voulais peut-être prolonger la question de la verdure et des plantes avec la conférence en fait qui vient d'avoir lieu et que d'ailleurs je vous invite à revoir. C'était Serge Berthier qui nous proposait donc une conférence. Enfin, Serge Berthier qui est spécialiste de la bio-inspiration et qui montrait que justement la nature peut nous apprendre beaucoup sur ces structures et que la nature avec relativement peu d'éléments, tu l'as rappelé dans ta synthèse, 7 éléments, arrive à faire des choses fantastiques alors que nous, pour faire un téléphone, on a besoin de 80 éléments chimiques. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que dans l'avenir du bâtiment, il faudra intégrer aussi plus que de la verdure, mais carrément de la bio-inspiration? Est-ce que vraiment, est-ce que de ce point de vue-là, la conférence de Serge Berthier t'a inspiré? Oui, c'est sûr qu'on a énormément de choses à apprendre. Je ne pense pas qu'on soit prêt, parce que c'est très complexe. On l'a vu pour la question du verre. Il nous faut aujourd'hui 1500 degrés de chaleur pour produire du verre, nous les humains, alors que les organismes vivants, ils en utilisent, ils peuvent en construire avec 4 degrés uniquement. Donc c'est sûr qu'on a plein de choses à apprendre et que ça pourrait effectivement être une des solutions donc pour pouvoir, même sur la question de multifonctionnalité, sur la question d'adaptation, donc tout ce qui est construit par la nature peut facilement s'adapter aux conditions extérieures. Et encore une fois, cette question de nous, les bâtiments, difficilement adaptables, sauf si on déconstruit. Alors je vous propose de passer à la deuxième partie de cette table ronde. On a choisi d'aller du plus concret vers le plus abstrait, mais vous allez voir que c'est presque arbitraire en fait. Enfin, on se dit que le bâtiment serait concret et la philo très abstrait. Entre les deux, c'est discutable. Mais bon, je vous propose de passer à la littérature, à l'art et donc à la partie de Barnabé. Barnabé qui va se demander s'il faut des ratures pour écrire. C'est ça. Alors sous-entendu avec cette question, l'idée c'est de parler de réécriture. Donc, en fait, quand je me suis posé la question de déconstruire pour reconstruire en l'appliquant à mon domaine qui est l'écriture et l'analyse littéraire, voilà, j'ai pensé que ça pouvait être une manière intéressante de voir le sujet avec la réécriture qui est en fait un geste quand on commence à écrire, en tout cas pour moi c'était le cas, qu'on n'imagine pas du tout, un geste qui est très effrayant, qui est même très abstrait, qui est même hors du champ de ce qu'on est capable de penser au départ, parce que simplement on a l'impression qu'il faut écrire, et ensuite ce sera fait, on aura écrit un livre. Dans les faits, la réécriture c'est un geste qui est au cœur de l'écriture, d'ailleurs peut-être qu'écrire c'est réécrire en fait, et il n'y a pas de texte, en tout cas pour écrire un roman, il n'y a pas de texte fini sans un certain nombre de réécritures. Et c'est un geste qui s'apprend du coup, en tout cas moi j'ai mis longtemps à l'apprendre je pense. Et je vais en parler un tout petit peu du point de vue de cette expérience-là qui est la mienne et qui est celle d'un apprentissage pas fini, on va dire. Parce que j'écris un roman qui est en cours de réécriture. Du coup, qu'est-ce qu'on réécrit? L'objet de la réécriture, c'est évidemment un texte. Et souvent, c'est un texte qui est le premier jet. Donc on part d'un désir d'écrire qui peut être qui est propre à chacun. Pour moi, c'était par exemple, j'ai constaté que la magie n'existait pas, j'avais envie de faire exister de la magie, donc j'ai écrit de la fantaisie. Ça, c'est le désir d'écrire. Ensuite, on imite des choses qu'on a déjà lues, on fait un petit peu pareil. Puis, on se met à hybrider des sources. Petit à petit, un imaginaire émerge et on finit par écrire quelque chose. Et là, c'est l'enthousiasme. On écrit quelque chose, c'était mon cas en tout cas au premier jet, sans s'arrêter, on est immergé dedans. On ne se pose pas la question de la qualité, on est pleinement dans le déroulé de l'histoire. Et à un moment donné, cette spontanéité s'arrête, on a un objet qui est fini, qui est un premier jet. Et il y a un temps de prise de recul. Alors cette prise de recul, elle peut être temporelle, on pose le texte, on le laisse reposer, puis on attend, et on y revient. Et là, notre regard a changé.
Et ça peut être aussi une prise de recul par la prise de retour, donc exposer son texte au regard d'autres personnes, et encourir le risque de recevoir des retours critiques. Et à partir de là, cette prise de recul, elle permet de remettre en question le premier jet et donc d'entamer la déconstruction du texte. Et là, je fais une petite typologie un peu basique de la façon dont on peut voir les choses en termes de profondeur de déconstruction du texte. Alors le niveau 0 de la réécriture, ce serait le rejet de la critique. On est trop blessé pour voir qu'il y a des problèmes dans notre texte, donc on s'arrête, donc on n'écoute pas forcément les retours sur le texte. Le niveau 1, une fois qu'on a franchi ce rejet, ce serait faire des modifications mais très timides, reformuler des choses, enlever une virgule ou remplacer un adjectif par un autre. Donc ce qui est encore pas réellement de la réécriture. Par contre, le niveau 2, ce serait le moment où on désacralise notre texte, notre premier jet, et on commence à voir qu'en fait, c'est pas fini, c'est pas un objet sacré, c'est pas nous-mêmes. On peut amputer, on peut rajouter des choses, et on valorise notre texte en faisant ça, on le détruit pas. Donc là, on commence à parler de reconstruction. Le niveau 3, ce serait, au-delà de désacraliser le texte, désacraliser des structures sous-jacentes du texte dont on n'avait pas forcément conscience au départ, par exemple une structure narrative ou la construction d'un personnage, ou en fantasy par exemple quelque chose qui est très important, c'est la construction du monde. Et donc quand on est à ce niveau 3, on peut commencer à être dans une posture qui est celle de préparer le texte avant de l'écrire ou avant de le réécrire. Donc là, je dirais qu'on commence à pas seulement déconstruire le texte en lui-même, mais en fait la méthode, la posture de l'écriture. Et à un niveau 4, alors le niveau ultime, je sais pas, c'est quand j'ai raté une étape. J'ajoute à mon niveau 3 l'idée qu'on commence aussi à désacraliser notre posture en tant qu'on se met à accepter de recevoir des conseils techniques. Alors je le mets en niveau 3 parce que pour moi c'est arrivé dans cet ordre-là, mais j'imagine que ça arrive dans un ordre différent pour chacun. Donc accepter des conseils techniques, quitte à trop les accepter, à en faire des dogmes personnels et à les sacraliser à leur tour. C'est là qu'intervient mon niveau 4, qui est de désacraliser ces techniques qu'on aura sacralisées entre-temps. Donc là, ça signifie en fait simplement commencer à comprendre réellement quelle était notre démarche initiale, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre texte, qu'est-ce qu'on veut faire avec la structure sous-jacente à notre texte. En fait, tout simplement, choisir une démarche et mettre ces techniques, cette préparation, cette déconstruction au service d'une démarche lucide. Voilà, c'était mes 4 niveaux de réécriture. Dans ma pratique personnelle, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps pour intégrer un petit peu tout ça. Je ne sais pas si j'ai fini d'intégrer tout ça, il y a sûrement encore plein de choses à apprendre, d'autant que je réécris un premier roman qui n'est toujours pas achevé. Bon, après, il paraît que les deuxièmes romans, troisième romans s'écrivent plus vite que le premier, donc je mise sur ça. En tout cas, voilà, l'idée avec la réécriture, c'est d'aller vers une posture qui admet toujours à la fois un peu de construction, que ce soit écriture spontanée ou préparation de texte, et un peu de déconstruction, avec un réflexe qui serait de toujours avoir conscience des potentiels retours et de s'exposer à la réception. Donc ces deux manières de déconstruire là, et qui doivent aussi être mises en regard avec le fait qu'à un moment donné on est obligé de s'arrêter de déconstruire, parce que le but c'est pas uniquement de tout barrer et de tout réécrire constamment, le but c'est à un moment donné c'est d'avoir un objet fini, donc savoir quand est-ce qu'on s'arrête de déconstruire notre texte. Voilà. C'est précisément là-dessus que je voulais te relancer. À quel moment on s'arrête et on se dit là, ça y est, c'est bon. Parce que sinon, on pourrait se dire que déconstruire pour reconstruire, pour redéconstruire, pour reconstruire, c'est un processus infini. Oui, c'est ça. Bon, c'est un processus qui est encore en cours pour moi dans le cadre du roman. Par contre, j'ai vécu quand même le moment de fin d'un texte à plus petite échelle sur une nouvelle. Et en fait, ce geste d'arrêter la déconstruction, reconstruction infinie, c'est un geste qui est forcément insatisfaisant parce qu'on arrive à quelque chose. Enfin, on doit faire des choix arbitraires en fait. On doit accepter des imperfections
on doit accepter que on ne s'arrête pas à un moment où notre regard concorde parfaitement avec le regard critique extérieur. Donc on s'arrête sur une dissonance en fait, avec nous-mêmes, avec les autres, mais on a fini quelque chose. Et donc c'est ça qui est important, qu'il faut arriver à faire. Alors autour de cette table, ce n'est pas nécessairement dans le domaine littéraire, mais il y a plusieurs personnes qui sont confrontées à l'écriture, et notamment Tiffaine qui vient d'achever un mémoire de 273 pages sur l'histoire des greffes au 19e, et qui elle aussi est passée sous les fourches codines de son directeur de thèse, enfin de mémoire, pardon, je fais déjà des lapsus, donc c'est terrible. Est-ce que tu partages l'expérience de Barnabé? Est-ce que pour toi aussi écrire, c'est réécrire? Bah, c'est sûr que dans mon cas, donc c'est un processus d'écriture académique, c'est-à-dire que je n'écris pas un roman fantasy ou même peu importe le genre, donc les codes ne sont pas les mêmes, les exigences ne sont pas les mêmes, mais c'est évident qu'il y a beaucoup de ces étapes qui se retrouvent, notamment tu parlais d'une sorte de recul finalement sur le texte qui est nécessaire. C'est évident que les différentes réécritures finalement sont des exigences incontournables en fait dans une écriture académique. Enfin, je ne sais pas si Jimmy dirait la même chose en philosophie, mais en tout cas en histoire, en plus c'est un domaine, je pense, encore un petit peu plus particulier parce que certes il y a une science historique, mais il y a aussi, je pense en histoire, une véritable attention portée au verbe. Enfin, les historiens français en tout cas aiment quand c'est bien écrit. Donc il y a à la fois, je dirais, dans notre écriture, voilà, le fait que ça doit être scientifiquement construit, que les idées doivent s'enchaîner logiquement, que ça doit être limpide, mais en même temps, je pense par exemple si vous lisez des ouvrages de Duby, il faut que ce soit beau, quoi, et que les phrases s'enchaînent bien et que presque en fait on fasse de l'histoire, mais on arrive à raconter carrément une histoire, ce qui est même un niveau au-dessus. Alors, je suis d'accord avec toi quand tu parles aussi de gestes effrayants, parce que c'est vrai que quand on a déjà terminé en fait un premier jet, c'est quand même assez pétrifiant de se dire bon ben on y retourne, parce que mine de rien c'est difficile déjà d'arriver à un premier résultat. C'est pas, enfin je sais pas comment tu le vis, mais moi personnellement l'écriture c'est pas un processus simple et qui coule de source, quoi. Ça c'est quelque chose. Bon, clairement, je galère, hein, pour le dire de façon un peu cash. Et donc, revenir encore une fois dessus, c'est vrai que déjà, ça appelle à être modeste. Et puis surtout, quand même, mine de rien, avoir une certaine confiance dans ce qu'on a fait. Je crois. Enfin, je ne sais pas si toi, tu le vis de la même manière, mais pour être capable d'avoir un retour sur soi-même, il faut déjà avoir une certaine confiance dans ce qu'on a écrit pour aussi ne pas s'effondrer justement par rapport, comme tu dis, les différents niveaux de critique qu'on pourrait avoir dessus. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi sur l'idée d'une posture un peu équilibriste entre construction et déconstruction, parce que de toute façon, il faut prendre les retours qu'on a autour de nous, hein, que ce soit déjà le simple effet du temps, mais aussi les lectures que nos entourages font de notre travail. Je crois que c'est absolument fondamental. Donc oui, cet aspect de déconstruction et en même temps garder le cap. Je crois que c'est ce qui est important. Tu voulais réagir, Barnabé? Très rapidement, une posture qui me paraît intéressante par rapport à ces problématiques-là, et c'est peut-être la posture d'un écrivain ou une écrivaine qui serait professionnel dans son domaine, ce serait d'anticiper le fait qu'on va devoir déconstruire, et un peu à la façon dont on peut imaginer ça me fait penser à ça, des bâtiments qui seraient déjà modulables et de façon à pouvoir s'adapter plus facilement à des nécessités changeantes. En fait, cette posture, ce serait écrire un premier jet tout en sachant qu'on va le modifier, du coup d'emblée le désacraliser et d'emblée accepter qu'il est mal écrit et que de toute façon on aura le temps d'y revenir et de l'améliorer. Enfin, ça, je crois que ça demande beaucoup de maturité. C'est pas encore mon cas, mais moi personnellement j'ai encore un petit peu de mal. Alors je suis encore un petit bébé dans la recherche, donc c'est normal. Mais je crois que pour arriver à cette étape-là, de penser son texte déjà pour complètement être prêt à en faire une sorte de Lego, quoi, géant, je crois qu'il faut être bien mature sur ces questionnements de recherche en tout cas. À vous entendre, on a l'impression qu'il y a une espèce de fatalité. On est obligé de passer par ce stade de déconstruire pour reconstruire. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'écrire un premier jet qui est tout de suite le bon? Peut-être que ça arrive, mais
Mais peut-être que des écrivains aguerris, enfin dans le contexte du roman, peut-être que des écrivaines aguerris parviennent à écrire des très très bons premiers jets et qui ont simplement besoin d'être reformulés un petit peu ou recorrigés un petit peu, sans doute. En tout cas, c'est quand même assez fondamental le fait d'avoir besoin de réécrire dans le cadre du roman en tout cas. Oui, bon, je pense qu'il faudrait quand même être un peu un génie pour arriver d'un coup, en une fois, faire ça. Non, et surtout, alors moi je décalerais un petit peu la question, c'est on a tendance à voir, je crois, le processus d'écriture comme quelque chose de très solitaire, hein, ça l'est, mais en histoire, nous on a besoin des échanges avec nos collègues. Donc ça veut dire, est-ce qu'on considère par exemple que les échanges qu'on a en séminaire sur différentes questions de recherche, on pourrait le considérer comme de la déconstruction déjà en tant que telle. Et de fait, une sorte d'étape préliminaire même à l'écriture en amont. Et donc là, éventuellement, ok, on arrive à un premier jet fantastique, mais moi je crois que c'est assez illusoire de se dire que d'un coup, tout vient tout seul et puis on n'a plus besoin d'y retourner, quoi. Je suis aussi bien placé pour savoir qu'en histoire, au quotidien, en permanence, on déconstruit et on reconstruit sa vision de son sujet. Hein. Jimmy, tu étais vaguement interpellé tout à l'heure par Tiphaine sur l'aspect philosophique, parce que là, on se dit déconstruire un texte qui parle de philo, c'est presque déconstruire sa propre réflexion, ses propres idées. Alors, est-ce que là aussi, on est obligé d'en passer par là, notamment quand on écrit une thèse qui a trait à la métaphysique? Alors, je pense oui, effectivement qu'on est obligé d'en passer par là. Je pense que beaucoup de grands auteurs, et donc pour rebondir aussi sur la question du génie, beaucoup de génies, même l'essentiel, sont obligés d'en passer par là. Il y a beaucoup d'auteurs dans la tradition philosophique dont on a perdu les brouillons, les ratures, les archives. Donc forcément, on n'a que le produit final. Donc on a l'impression d'un tout parfait sans avoir la possibilité de faire l'histoire des processus génétiques qui ont permis d'aboutir au texte. En revanche, il y a d'autres auteurs pour qui on a les brouillons, et là, en l'occurrence... Vous paraît qu'il va citer Leibniz. Ah, bien joué. Je suis si prévisible que ça. Bon, effectivement, donc ça va être l'occasion de parler rapidement de Leibniz, qui fait partie de mon sujet de recherche. Leibniz, c'est quelqu'un qui a laissé, je ne sais pas, peut-être 3 mètres cubes de brouillon. J'ai jamais entendu en mètres cubes, j'avais entendu en nombre de feuillets, mais en mètres cubes, donc c'est presque plus impressionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc la rature, le brouillon fait œuvre parce que l'historien des idées peut être amené à s'intéresser à ces différents brouillons pour voir en fait les strates d'évolution de la pensée. Comment est-ce que Leibniz a maturé ses idées, qu'est-ce qu'il a retiré, qu'est-ce qu'il a maintenu, qu'est-ce qu'il a transformé, comprendre pourquoi est-ce qu'il a opéré ces choix-là, au contact de quelles objections, au contact de quelles discussions. Et ce qui me semble également, je crois, intéressant, c'est de montrer qu'il y a une véritable insatisfaction qui demeure, mais vis-à-vis de laquelle il est possible de passer outre, au fond. Et ça rejoint la question de la désacralisation. Je crois qu'en fait, c'était des gens qui considéraient ça vraiment pour ce que c'était, c'est-à-dire simplement une activité d'écriture assez banale, et puis voilà. Je ne pense pas que Leibniz pensait, lorsqu'il faisait ses brouillons, aux historiens qui 2 siècles plus tard plancheraient sur son travail. En tout cas, s'il a pensé à nous, je pense qu'il aurait pu mieux faire les choses, parce que vraiment, il ne nous a pas facilité la tâche. Donc voilà, il y a cette dimension-là qui reste très présente. Alors ça me permet aussi, moi, un peu de rebondir sur 2 éléments que tu as mentionnés et qui ont... Juste avant, je tiens à dire que cette réponse m'a fait beaucoup rire, parce que s'il y a des gens du laboratoire Sphère d'Histoire et Philosophie des Sciences qui nous regardent, je tiens à dire que j'ai posé une question philo et qu'il a répondu Histoire du texte, et ça c'est quand même magnifique. Voilà. Mais vas-y, tu peux poursuivre. C'est parce que tu m'as dit que la philosophie devait être abstraite. Voilà, exactement, oui. Tout à fait. Donc du coup, où est-ce que j'en étais? Oui, il y a l'idée quand même de l'angoisse qui a apparu à plusieurs reprises, ou en tout cas de la difficulté de se mettre à écrire, du fait que c'était un processus qui était assez paralysant, assez anxiogène. Et je trouve que c'est quelque chose qui quand même doit nous interpeller, parce qu'au fond, c'est une activité qui ne présente strictement aucun risque. Enfin, on est sur notre bureau avec un stylo à la main et on écrit. Alors, il y a peut-être un risque symbolique, mais c'est un risque qui est encore lointain, parce qu'on n'est pas dans la nécessité immédiate, urgente de présenter le texte à une sanction académique définitive. On a encore le temps et l'espace pour le remodeler. Donc, d'où provient finalement cette angoisse pour une activité aussi anodine et aussi peu risquée?
Et alors, bon, c'est pas forcément des développements que je partage, mais dans l'histoire de la philosophie, très souvent, au XIXe siècle, l'angoisse, ça a été le sentiment qu'on a rapporté à la découverte de notre liberté. Je pense à Kierkegaard, et je pense bien sûr ensuite à Sartre, qui fera de l'angoisse, puis à Heidegger également, avant lui, vraiment l'affect ou l'émotion qu'on éprouve lorsqu'on éprouve sa liberté. Et donc finalement, c'est peut-être ça qui est si paralysant dans le processus d'écriture, c'est qu'on a une espèce de plage de virtualité de choses qu'on peut faire, qu'on peut modifier, justement la virgule, l'adjectif, le synonyme, la structure. Et il y a finalement tellement de possibilités qu'on ne sait plus laquelle choisir. Et on ne sait plus laquelle est la bonne et laquelle est la mauvaise. C'est l'occasion pour moi de poser une petite question. Je pense également que cette angoisse, elle est très corrélée aux matériaux qu'on utilise pour écrire, et notamment au fait qu'aujourd'hui, on écrit beaucoup sur ordinateur. Et c'est beaucoup plus simple, au fond, de modifier un texte sur une page, sur un logiciel de traitement de texte, que peut-être modifier un texte sur une feuille de papier, parce que sur la feuille de papier, lorsqu'on fait une rature, il y a un côté encombrement. Et donc ça sature l'espace, et au bout d'un moment, on peut tout simplement plus faire de correction, parce qu'on n'a plus de place sur le papier, alors qu'en fait, sur le virtuel, tu as un espace infini, puisqu'il suffit d'effacer pour reprendre. Ça, on comprend pourquoi sur un feuillet de Leibniz, justement. Oui. Voilà, exactement. Si vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu les brouillons de Leibniz, vous voyez que ce sont des textes qui sont saturés de ratures. Ah ouais. On a un ancien thésard, Ariles Remaki, au labo, qui remettait en ordre. C'est parce que éditer un texte de Leibniz, c'est pas du tout simple. Et donc il y avait des numéros, ça allait de 1 à 20, je me souviens. Oui, c'est ça, Sur il entourait des bouts de texte, il dit ça c'est le 1, là ici c'est le 2. 20 niveaux de correction sur une seule feuille de texte, donc je vous laisse imaginer le chaos que c'est. Voilà, donc est-ce que le matériau virtuel peut-être joue quelque chose dans le processus de déconstruction et nous incite un peu comme une pente à toujours déconstruire, à jamais être satisfait parce qu'on voit qu'on pourrait toujours faire mieux? Oui, je pense que c'est assez vrai. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais en tout cas, je le constate quand même. Moi, mon premier jet, en l'occurrence, était sur papier. Il y avait des ratures, mais un nombre limité de corrections comparé à ce que je peux faire maintenant sur un seul fichier texte avec très peu de mots. Et moi, il y a un peu de ça. En fait, quand on écrit sur papier, il n'y a qu'une dimension possible dans laquelle on peut avancer, qu'une direction possible vers laquelle on peut aller, c'est la suite du texte. Alors que quand on est sur l'ordinateur, c'est vrai qu'il y a quelque chose de beaucoup plus multidimensionnel. En tout cas, on n'est pas du tout obligé d'aller à la suite. On peut constamment faire des retours, faire des modifications, faire des corrections. On peut... En fait, c'est un peu l'effet Netflix. Enfin, on n'arrive jamais à choisir un film quand il y a beaucoup trop de choix possibles. Et ouais, enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je constate. Après, je ne sais pas si c'est le problème central, enfin si c'est quelque chose de si problématique qu'il faudrait privilégier l'écriture sur papier. Il y a un certain nombre d'avantages à l'écriture sur ordinateur qui font que c'est peut-être un problème mineur, mais en tout cas c'est un vrai problème aussi, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer en tout cas dans l'écriture. En tout cas dans le domaine de la littérature, je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas si vous connaissez, mais alors le champion toute catégorie je crois des ratures, c'est Marcel Proust. Hein. Vous regardez des feuilles de Marcel Proust, c'est terrible, hein. C'est le Leibniz de la littérature hein, pour ça. Et alors puisqu'on parlait des ordis, pour terminer sur cette partie, Rachna, je sais que tu fais un peu de code. Alors ça, on a parlé d'écriture historique, philosophique, littéraire, mais alors le code, c'est encore un autre type d'écriture sur ordi. Est-ce que aussi écrire un code, c'est en permanence le déconstruire, le modifier et le reconstruire? Oui, donc alors, avant d'écrire un code, on a forcément un algorithme en tête, donc il y a le planning de ce qu'on va écrire, et ensuite on a le langage de code, donc on utilise des mots, mais c'est plutôt des mots de code qu'on va utiliser pour faire à un code ce qu'on veut qu'il fasse. Et c'est vrai que du coup, on a cette idée de, au départ, juste construire le code pour qu'il fasse ce qu'on veut qu'il fasse, donc on ne réfléchit pas trop à la question de est-ce que ça a du sens, combien de temps ça met. Et en termes de code, il y a deux choses à laquelle il faut vraiment réfléchir. C'est d'abord la question du temps, parce qu'un code, quand ça tourne, ça met du temps à tourner. Donc il faut très souvent, et j'ai envie de dire toujours, revenir sur notre code après pour l'alléger, pour le rendre plus optimisé, pour que ça prenne moins de temps pour avoir le même rendement. Donc c'est un gros souci aujourd'hui, parce qu'on sait très bien quand on lance un programme, peu importe ce qu'on utilise sur notre ordinateur, on a envie que ça aille vite.
Donc aujourd'hui, quand on écrit du code, il y a des fois où ça peut prendre des vingtaines de minutes ou des vingtaines d'heures à tourner. Donc on a des enjeux à la fois d'attente. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup d'attente, mais aussi d'argent, parce que plus on attend, plus ça coûte. Donc il y a cette idée d'optimisation. Et il y a la deuxième chose, donc cette idée de rature, de reprendre un texte et de pas trop pouvoir le comprendre. Donc il y a cette idée de aussi écrire un code pour la prochaine personne qui va l'utiliser. On écrit rarement un code que pour nous, on écrit un code aussi pour le passer aux personnes qui vont étudier la même question. Donc écrire un code qui sera lisible, qui sera compréhensible à la prochaine personne, et ça c'est souvent très rare, c'est très rare qu'on ait un premier jet de code qui soit fonctionnel mais qui soit aussi compréhensible à la prochaine personne. Donc on revient toujours sur nos codes pour réécrire, mais aussi pour mettre des commentaires, pour expliquer et pour le structurer de sorte à ce que ce soit compréhensible et utilisable surtout par d'autres personnes. Il y a une différence fondamentale entre le code et tous les autres types d'écriture, c'est que quand le code ne marche pas, syntaxe erreur, il faut reprendre. Donc effectivement, on ne sait pas trop s'il faut reprendre ou pas. Oui et non. Parfois ça tourne, mais ça nous rend juste quelque chose qui n'est pas vrai. Donc il faut aussi pouvoir aller justement débugger après pour comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas le bon résultat. Ouais. Alors la question de la vérité, on l'abordera, je pense, à la fin. Mais en attendant, j'aurais peut-être une toute petite question. On avait vu avec justement Leibniz que en fait, la rature peut faire œuvre. Est-ce que l'erreur de code peut faire œuvre, c'est-à-dire je sais pas. Je dirais que non, parce que juste quand tu as une erreur de code, ça ne tourne pas et tu peux rien faire. Mais on peut dire que si tu as une erreur quelque part, ça te permet de justement remonter dans ton code et peut-être découvrir des choses encore plus profonde que tu n'avais pas vu. Donc tu as peut-être mis quelque chose, tu as écrit quelque chose qui n'était pas forcément vrai, qui donne quelque chose de pas tout à fait correct. Donc le fait d'avoir une erreur te permet peut-être d'en découvrir d'autres. Il n'y a pas d'erreur mémorable dans l'histoire du code. Enfin, je sais pas, après je m'adresse à tout le monde, mais qui aurait été tellement magnifique ou tellement instructive que tout le monde la connaît, tout le monde fait en sorte de ne pas la reproduire. En tout cas, moi, dans mon expérience d'ingénieur, j'aurais tout de suite répondu non à ta question sur si ça peut faire œuvre d'art. Non, ça rend fou. Et en général, si tu veux, si l'œuvre d'art, c'est juste j'ai oublié de mettre un espace et ça marche pas, on n'en ressort pas ravi. Il y a un truc horrible avec les tables rondes, c'est que je vois le temps passe toujours trop vite. Donc on va passer à la troisième partie. On va parler d'histoire. Et avec Tiffaine qui va se demander si le fait de déconstruire des récits établis, j'imagine par les acteurs, mais peut-être aussi par les historiens du passé eux-mêmes, peut nous aider à reconstruire une autre histoire et avoir une connaissance plus fine du passé. Alors oui, donc moi je vais surtout évoquer du coup ce qui concerne mon domaine, donc c'est-à-dire l'histoire de la médecine et de la santé. Donc je l'ai dit au début, moi je suis spécialiste de l'histoire des greffes de tissus et d'organes en France au XIXe siècle. Donc moi dans mon travail en fait l'idée c'est que j'essaye de reconstituer l'ensemble des connaissances médicales qui ont été créées à ce sujet, les pratiques aussi opératoires et puis surtout les conséquences pour les malades et pour la société en règle générale. Moi je m'intéresse pas seulement donc à la constitution des savoirs mais aussi leur réception on va dire par la société au sens large. Donc je disais c'est une histoire qui est en cours d'écriture mais elle s'inscrit dans des débats historiographiques qui sont en fait plus larges en histoire de la médecine. Et la question, c'est vraiment comment on fait pour déconstruire des discours historiques déjà établis dans l'idée d'approcher une connaissance plus fine du passé et plus juste, parce que c'est quand même ça l'objectif final. Alors, je vais revenir très rapidement donc, un petit peu sur l'historiographie de l'histoire de la médecine. Donc l'historiographie, c'est la façon dont on fait de l'histoire, pour le dire plus clairement. Donc l'histoire de la médecine, on dit en règle générale qu'elle naît au XIXe siècle et c'est à ce moment-là qu'elle se constitue comme une discipline en tant que telle. Certains historiens, je pense à Alexandre Klein, parlent en particulier de la date du 2 mai 1870, qui est le moment où d'Arambert arrive à la chaire d'histoire de la médecine de la faculté de médecine de Paris. Et donc, ce type d'histoire qui est produit à ce moment-là est quand même un type d'histoire très particulier. C'est-à-dire que c'est une histoire d'abord des théories médicales, avant tout, et aussi de la vie des grands médecins.
Donc c'est surtout ces deux aspects-là qui sont saillants dans cette façon de créer un récit sur le passé. Et surtout, c'est une histoire qui vise, on va dire, à décrire une sorte de développement continu et linéaire d'un savoir médical en progrès constant depuis ses origines. L'idée, pour caricaturer un petit peu, c'est de dire, regardez tous les bienfaits qu'a apporté la médecine à l'humanité. Et donc c'est une histoire qui est principalement faite par des médecins. Et il y a un enjeu de formation des étudiants pour que, justement, au XIXe siècle, les futurs docteurs aussi soient sensibilisés aux enjeux, finalement, de leur discipline, par-delà le temps et les époques. Alors, ce type d'histoire, je vais le dire tout de suite, c'est un type particulier et surtout n'est pas forcément très sensible, en fait, aux enjeux sociaux, on va dire, de la médecine ou politique. Et puis, elle a une petite tendance géographique, dans le récit qu'elle fait des grands hommes en particulier. Alors donc ce récit, ce discours historique, voilà, il existe depuis longtemps. Il a été remis une première fois en question en fait à partir des années 1940. Ça va plaire à Jimmy parce que je vais parler de philosophie, avec donc voilà les écrits de Georges Canguilhem et de Michel Foucault un petit peu plus tard, qui donc est son élève. Et donc l'épistémologie en particulier a fait évoluer déjà, on va dire, ce premier récit historique, en commençant un petit peu à le questionner, à dire bon, il y a peut-être d'autres choses quand même. Et la révolution, on va dire, apparaît vraiment en fait donc au milieu des années 1960. Et là, on est vraiment sur, ça a vraiment été une entreprise, je pense, de déconstruction en fait de ce qui était fait auparavant. Donc révolution qui a été menée par les historiens du social, avec deux influences majeures. D'une part, l'école des annales, qui a influencé une grande partie des différents courants historiques en France à partir de l'entre-deux-guerres. Et puis de l'autre, il y a quand même une conjecture, on va dire, un certain contexte, c'est-à-dire que dans les années 1960, il y a une certaine critique sociétale des enjeux de la médecine, de ses pouvoirs. Je pense en particulier à Ivan Illich, Némésis médicale. Donc ces deux éléments conjugués produisent voilà, une sorte de grande entreprise gigantesque de déconstruction. Alors, dans ce cas-là, déconstruction, ça va encore plaire à Jimmy, parce que je vais essayer de définir. Tout plaît à Jimmy. Tout plaît à Jimmy. Je vais finir philosophe. Dès qu'on parle de déconstruction, il est content. Non, mais l'idée, c'est à ce moment-là, ce qui a été fait, c'était un peu de mettre en lumière tous les biais de ce récit d'histoire de la médecine qui existait jusqu'à présent, toutes les structures, enfin la structure sous-jacente qu'il y avait à ces récits-là, et puis finalement les présupposés et surtout toutes les questions qui n'étaient pas traitées dans cette façon de faire de l'histoire de la médecine. Donc les historiens ont été très critiques vis-à-vis de ces médecins, à tort ou à raison, peu importe ce qu'on en pense, en condamnant leur rigueur méthodologique, et très vite il y a eu une entreprise de reconstruction. C'est-à-dire, maintenant qu'on vient de tout démonter à la pelleteuse, comment on fait pour essayer de proposer quelque chose de nouveau et qui fasse sens et qui surtout nous permette de mieux comprendre ce qu'est par exemple dans mon cas la médecine au XIXe siècle. Donc ces historiens, avec en particulier un monsieur qui s'appelle Jacques Léonard, ont créé de nouveaux objets d'études. Donc là, la reconstruction, elle passe par ça, par de nouveaux sujets, de nouvelles recherches. Par exemple, il y a la question de la médicalisation qui a beaucoup été abordée à ce moment-là, les soignants, et pas seulement les médecins, c'est-à-dire les infirmières, les sages-femmes, on va s'intéresser à tout le monde finalement, les soignés aussi, et puis tout ce qui est institution de santé. Donc une histoire qui s'est d'un coup énormément étendue de par les objets qu'elle pouvait désormais traiter. Aussi dans cette entreprise de reconstruction, je dirais que ces historiens se sont particulièrement intéressés donc à la dimension sociale, politique, culturelle, économique, toutes ces dimensions qui peuvent en fait influencer le rapport à la médecine. Et puis surtout un effort d'interdisciplinarité et de multiplication des approches méthodologiques pour quand même un peu aller au-delà déjà des premières critiques qui avaient été faites envers les médecins qui écrivaient leur première histoire. Et donc tout ça permet la construction d'un nouveau type d'histoire. Donc maintenant on parle souvent d'histoire de la santé plus que d'histoire de la médecine, ou alors on dit les deux en même temps pour bien montrer l'ensemble de ce parcours-là. Et aujourd'hui c'est un champ très dynamique, mais il faut comprendre que même si il y a eu cette entreprise de déconstruction donc d'une historiographie assez traditionnelle de la façon dont on raconte la médecine, en fait les deux tendances perdurent.
D'un côté, on a des historiens qui sont là à tout dépioter et à analyser de façon très complexe, on va dire, le fait médical. Puis de l'autre, on a toujours des médecins qui s'intéressent à des idées médicales, à des théories médicales, et bon, les deux se complètent. Alors, pour terminer, moi, dans ma pratique d'apprentie historienne, finalement, comment faire pour reconstruire un discours qui doit déjà être rigoureux sur les savoirs médicaux liés au greffe, en prenant en compte ces évolutions historiographiques. Parce que l'idée, c'est pas de partir de n'importe où, quand même je me base un minimum sur ce qui a déjà été fait. Alors, 2 éléments, dans mon cas personnel. Donc je m'intéresse à la constitution des savoirs de façon rigoureuse, je travaille sur des textes, mais surtout, je m'intéresse aussi beaucoup en fait à la reconstruction de trajectoires individuelles de patients. Donc ça, c'est aller au-delà finalement de déjà le premier effort qui avait été fait de reconstruction d'une sorte de nouvelle histoire de la santé. Moi, ça m'intéresse extrêmement parce que je pars du principe que les patients sont des acteurs à part entière en fait de cette histoire de la médecine. Enfin, on s'est beaucoup intéressé aux médecins, mais bon, encore faut-il regarder sur qui ils agissent et sur qui ils interviennent. Donc moi, je trouve ça extrêmement intéressant et donc j'essaye de retrouver des malades en question qui ont été greffés à un moment donné et qu'est-ce qui leur est arrivé dans leur vie. Moi, la question qui m'intéresse, c'est pourquoi ces gens-là sont allés dans ces interventions, par exemple. Donc ça permet d'enrichir le discours historique et de comprendre surtout, on va dire, les rapports des populations au XIXe siècle envers finalement la science médicale. Parce que c'est médecine au XIXe siècle, c'est encore un grand sujet, mais il y a les autorités médicales, mais aussi on a recours à d'autres formes de soins. Donc voilà. Et deuxième élément, moi j'essaye aussi de m'imprégner, je dirais, de nouvelles méthodologies de recherche. Je pense en particulier en fait au champ de ce qu'on appelle les disability studies. Donc en fait c'est les études sur le handicap. Je trouve que c'est extrêmement intéressant de les intégrer dans une approche d'histoire de la médecine. Alors en France, en fait, c'est pas très connu. On a un petit peu de mal à intégrer ces nouvelles perspectives de recherche qui viennent du monde anglo-saxon, d'où le mot anglais disability. Alors, je pense qu'il y a des raisons structurelles, et puis je pense que c'est surtout aussi parce qu'en France, on est encore très ancré dans un modèle médical du handicap, c'est-à-dire le handicap, c'est une pathologie et puis point, alors que dans les modèles des disability studies, on est dans un modèle social du handicap, c'est-à-dire on comprend le handicap comme l'accumulation de facteurs sociaux, culturels, politiques, économiques, et pas uniquement en fait une question de pathologie. Enfin, pour donner un exemple assez simple, c'est par exemple se dire que vous avez par exemple une pathologie qui fait que vous êtes en fauteuil roulant. Dans le modèle médical, on va dire vous êtes handicapé parce que vous êtes malade. Et puis dans l'autre, dans le modèle social, on dit plus en fait, vous êtes handicapé parce que la société n'est pas forcément complètement adaptée à vous. Par exemple, il y a 14 stations de métro sur plus de 300 à Paris qui ont un ascenseur. Donc si vous ne pouvez pas prendre le métro, c'est pas parce que vous êtes paralysé, c'est parce qu'il n'y a pas les ascenseurs qui vous permettent d'y accéder. Voilà la logique entre les deux. Et donc moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant de prendre en considération ça pour justement produire de nouveaux discours historiques pour mieux analyser le rapport au corps dans l'histoire, le rapport à l'infirmité, le rapport au travail aussi, c'est des éléments importants, le recours aux soins, et puis surtout la place de la médecine, finalement, par rapport à des difficultés liées au corps. Parce que c'est pas forcément évident que la médecine, en fait, s'empare justement du traitement du handicap. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit panorama de qu'est-ce que ça peut vouloir dire de reconstruire un récit historique avec l'étape de déconstruction auparavant. J'ai essayé de le prendre sur un sujet qui me concerne et en plus qui ne soit pas trop polémique. Et moi, j'avais une question quand même pour vous, je ne sais pas si vous allez pouvoir rebondir dessus, mais est-ce que, déjà dans vos domaines respectifs, vous avez, de la même façon qu'il y en a en histoire de la santé, des ruptures conceptuelles qui provoquent à un moment une recomposition des pratiques, la façon dont vous faites vos travaux. Et de l'autre, est-ce que s'il y a une exigence de renouvellement des discours, ce qui est un petit peu quand même le cas en histoire, justement, encore une fois, pour arriver à une vérité historique qui soit la plus juste possible, est-ce que cette exigence, elle mène toujours à des transformations méthodologiques profondes ou pas? Est-ce que c'est seulement un changement de posture ou est-ce que c'est un changement de manière de faire profond qui s'implique? Voilà, je vous laisse la parole. Barnabé. Il y a quelque chose, pour répondre à cette question-là, il y a quelque chose que je pourrais identifier. Je ne sais pas si c'est propre à moi ou si c'est quelque chose de plus général dans le milieu de l'écriture aujourd'hui, qui est simplement
un peu de la même manière dont on va changer le point d'éclairage de l'histoire de la médecine, par exemple, au lieu des grands médecins, on va aussi regarder les trajectoires individuelles des patients. Il y a quelque chose dans le fait d'avoir des types plus variés de personnages principaux, par exemple, dans des fictions. Mais ça va avec la question de la représentation de la diversité. Il y a l'enjeu opposé qui est de questionner l'obligation des quotas, etc. Enfin, c'est tous des questionnements sur la représentation dans la fiction qui sont peut-être une rupture conceptuelle dans le milieu de l'écriture, en tout cas dans le rôle qu'on attribue à l'écriture, à la fiction, et du coup ça impose des postures différentes dans la façon dont on invente une histoire, et aussi dont on pense le monde en fait, parce que inventer une histoire c'est s'identifier à des personnages essentiellement. Voilà, mais je vais pas faire plus long. Bon là, je pense que Tiffaine, tu as ouvert à peu près 1000 pistes de réflexion avec ta présentation. Il y en a une sur laquelle je voudrais revenir et t'interroger, à partir aussi d'une petite anecdote qui m'est arrivée dans mes recherches très récentes, parce que tu parlais des récits hagiographiques, et justement, et en fait des récits que produisent les acteurs eux-mêmes. Alors tu parlais des acteurs et des patients, mais tes acteurs c'est aussi les chirurgiens. Il se trouve que moi je travaille en ce moment sur l'histoire du Maser, qui est l'ancêtre du laser, et l'inventeur du Maser, Charles Stones, a fait une interview avec une historienne, il a raconté des choses. Cette historienne a fait un livre sur l'histoire du laser en Amérique, et puis j'ai lu dans un article de cette même historienne, postérieure à son livre, une petite note disant voilà, là, ce que j'ai écrit, ça contredit ce que j'ai écrit avant dans mon propre livre, parce qu'en fait, le récit que faisait Monsieur Charles Stones, comme l'a montré un autre historien, est faux. Enfin, il se trompe. Donc, la question que je voulais te poser par rapport à tes acteurs, et en particulier les chirurgiens qui ont tendance apparemment à avoir une vision assez optimiste de leurs opérations, est-ce qu'il faut toujours chercher à déconstruire, est-ce qu'il faut avoir ce prisme-là, quand on lit leurs œuvres, à déconstruire ce qu'ils disent pour reconstruire une histoire qui, comme tu le disais, s'approche d'une connaissance plus fine, peut-être plus véridique du passé? Déjà, dans l'exemple que tu prends, moi, je pense qu'il y a une différence fondamentale, c'est que c'est des acteurs qui sont, en termes de distance temporelle, beaucoup plus proches. Enfin, moi, mes acteurs sont tous morts, donc... Charles Stones est mort aussi, hein, non, je vous rassure. Non, mais il y a quand même longtemps, quoi. Enfin, je veux dire, je parle du 19e siècle, donc c'est quand même pas juste hier. Donc déjà, on va dire que il peut pas forcément y avoir les acteurs peuvent pas produire de nouveaux discours sur eux-mêmes, déjà. Il y a ça qui est un élément important. Et puis, dans cette idée de est-ce que, grosso modo, tout est bon à prendre ou est-ce qu'il faut tout mettre à la poubelle, je pense, par exemple, dans le cas des chirurgiens que j'étudie, quand ils racontent, par exemple, que telle opération s'est très très bien passée, alors que, bon, si on analyse un petit peu, on se dit bof, un peu cata, hein, personne n'a fait une gangrène derrière, donc c'est pas incroyable. C'est pas grave. C'est vraiment ce que certains disent. Ils sont quand même de bonne foi, je pense, quand ils disent ça. C'est-à-dire, pour eux, ces acteurs historiques, ils sont contents de l'opération. Ils se disent, voilà, c'est bien fait. Ok, il y a eu gangrène, mais il n'est pas mort, le patient. C'est pas mal, déjà. Donc, moi, je le prends comme tel. Voilà. Et après, par contre, ce qui est important, je pense, c'est de faire attention à tous les silences. Plus que déconstruire complètement ce qui est dit, c'est faire attention à tout ce qui n'est pas dit, pour le coup. Ça, c'est très important, du coup, par rapport aux sources que j'utilise. Parce que donc, toute une partie des opérations qui sont menées dans le cadre de mon sujet ont lieu dans la première moitié du 19e siècle. Donc c'est un moment où on n'a pas d'anesthésie, pas d'antisepsie, pas d'asepsie. Donc ça veut dire que les opérations, quand même, c'est un petit peu rock'n'roll, pour le dire clairement. Bon, vous lisez grosso modo, une observation médicale de cette époque, vous avez la sensation que vous êtes dans un champ opératoire aujourd'hui, que tout va bien. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de hurlements, il n'y a pas de pleurs. Il n'y a pas de sang qui gicle partout, parce qu'on n'a pas de bistouri électrique, donc si on va couper la mauvaise veine, ça peut être un petit peu compliqué. Et donc, là, je suis un peu cash. Non, mais là, c'est intéressant, parce que du coup, pour les acteurs, les chirurgiens en question, pour eux, ils n'en parlent pas, finalement. C'est pas important. C'est pas la peine de mentionner tout ça, finalement. C'est tellement évident.
dans le fond. Je pense qu'il y a aussi des enjeux moraux. C'est quand même difficile pour un chirurgien de raconter qu'il a torturé à vif un patient, quand même. Enfin, je pense qu'il y a un petit peu de difficulté aussi de cet ordre-là. Et donc, ce qui est important, c'est, moi, dans mon travail d'historienne, d'interroger tout ce qu'il n'y a pas. Voilà. Et de dire, bah ouais, mais en fait, cette personne-là, là, on me dit qu'il y a 3 aides par rapport à l'opération. Donc, en fait, ça veut dire qu'il a été maintenu de force, en fait, pour que le truc se passe, quoi. C'est plein de petits éléments à ce moment-là, où là, on arrive à reconstruire quelque chose de plus complet. Mais voilà, on est toujours, de toute façon, dépendant de ce que les acteurs veulent bien dire d'eux-mêmes. Donc, c'est un recul, mais forcément, il est limité. Alors, le temps tourne et on va devoir passer à la dernière partie. Je vous avais dit qu'on irait du plus concret au plus abstrait. Alors là, c'est sûr, c'est le plus abstrait. C'est Jimmy le philosophe qui va nous se demander s'il faut déconstruire le réel. Qu'est-ce que le réel, hein? Donc tu vas peut-être essayer de nous définir ça en 1 minute. Pour le reconstruire. Il faut déconstruire le réel pour le reconstruire en plus. Pour le construire. Bon alors, je vois que tu as bien fait de me mettre à la fin, sachant que je risquais un petit peu de déborder sur l'horaire que tu m'avais d'abord alloué. Donc, je vois que effectivement, je suis pris par le temps. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu vite. Effectivement, moi, l'objectif de ma prise de parole, c'était de partager avec vous un angle un petit peu plus philosophique sur cette question. Et en l'occurrence, il me semblait que la question de la déconstruction s'y prêtait particulièrement, puisque c'est un concept qui a un sens particulier dans l'histoire de la philosophie. En réalité, c'est le nom d'une, ce qu'on pourrait appeler une analyse critique, une manière de critiquer le discours. Alors d'ordinaire, on s'accorde pour voir chez Heidegger, sinon l'inventeur, en tout cas l'un des principaux promoteurs de cette méthode. Et en France, elle a été reprise par certains de ses disciples, notamment Derrida, qui ensuite a permis on va dire son extension et sa popularité aux États-Unis, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la French Theory. Alors en fait, pour comprendre ce que c'est la déconstruction d'un point de vue philosophique, il faut je crois, vraiment prendre à bras-le-corps l'image architecturale que le mot véhicule. Déconstruire un discours, c'est d'abord essayer de décomposer la totalité qu'il constitue en éléments discrets, en petites briques, si vous voulez, élémentaires, et ensuite interroger le rôle que joue chacune de ces briques, chacune de ces pierres dans la stabilité de l'ensemble. Et donc, l'objectif de cette méthode, on pourrait dire qu'il est double. D'une part, il s'agit d'identifier vraiment les bases et les fondements, voir ce qu'il y a d'angulaire, on pourrait dire, dans la construction, et qu'est-ce qu'il y a comme éléments qui peuvent être un petit peu plus, pas superficiels, mais en tout cas jouer un rôle moins important dans la cohérence de l'ensemble. Identifier donc voilà les pierres angulaires, et également ensuite interroger la viabilité de ces pierres, c'est-à-dire tout simplement aussi interroger la viabilité de la construction qu'elles forment. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ces pierres-ci plutôt que ces pierres-là? Qui les a choisies? Pourquoi est-ce qu'on les a agencées de cette manière et pas d'une autre? Etc. Donc en fait, lorsqu'on commence à adopter cette attitude, la chose qu'on comprend, c'est que d'autres configurations étaient possibles en réalité avec ces éléments discrets qu'on a agencés, qu'on a construits d'une certaine manière. Donc ça veut dire que le discours auquel nous sommes confrontés n'est pas un discours unique ou absolu. C'est un discours en réalité qui est relatif à des acteurs, qui est relatif à des contextes, qui est relatif à des valeurs, c'est-à-dire en fait qui est relatif à des forces contingentes. Et plus encore, si l'on a besoin d'une méthode, si vous voulez, pour prendre conscience de la relativité du discours, ça veut dire qu'il ne va pas de soi pour nous que le discours est relatif. C'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de faire un effort intellectuel pour le voir. Et donc ça veut dire que ce qui va de soi pour nous ne va pas nécessairement de soi pour les autres. Et plus encore, ça veut dire qu'en réalité, le discours, et plus encore les pierres angulaires qui le composent, exercent un certain effet d'occultation sur nous, puisqu'ils dissimulent justement le fait que ce sont des réalités contingentes et pas du tout des réalités absolues ou qui iraient absolument de soi. Donc ça veut dire que la déconstruction nous apprend à voir que les éléments sur lesquels on fonde nos discours, sur lesquels on fonde nos croyances, sur lesquels on fonde nos valeurs, eh bien en réalité ce sont des éléments qui obstruent l'accès au monde plus qu'ils ne le construisent. Déconstruire un discours, c'est donc prendre conscience que son évidence est un mur.
C'est prendre conscience que sa transparence est un obstacle à sa juste compréhension. Et c'est pour ça que je voulais vous poser la question, de travailler ça un petit peu avec vous dans l'espace de discussion qui est le nôtre. Faut-il déconstruire le réel pour le reconstruire? Est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'il est nécessaire de remettre en question les évidences pour davantage accéder, ou à tout le moins davantage approcher le réel dans sa vérité, dans sa nudité? Si c'est vrai, si effectivement il faut consentir cet effort-là, ça veut dire que notre connaissance du réel, je pense singulièrement à la science, ça va être ça qui va m'intéresser ensuite, nécessite forcément un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est celui du sens commun, c'est celui des évidences pratiques ordinaires. Est-ce que donc on est obligé de faire un sacrifice pour connaître? Voilà, c'est ça le point qui m'interpelle. Alors c'est une question qui s'est beaucoup posée dans l'histoire de la philosophie, et je dirais que beaucoup de philosophes aujourd'hui répondraient non. Beaucoup de philosophes répondraient non. En tout cas, ils expliqueraient qu'il est fondamental de maintenir un certain rapport au sens commun, un certain rapport au concret, un certain rapport aux évidences que nous partageons tous, précisément parce que Gauthier l'a un petit peu rappelé, dans son histoire, la philosophie s'est quand même beaucoup rendue coupable d'abstractions tellement compliquées, tellement obscures, absconses, qu'on se dit, bon, peut-être que ce serait pas trop mal d'essayer de garder les pieds sur terre, quoi. Il faudrait un petit peu se méfier, vous voyez, des élucubrations des théoriciens. Alors moi, pour ma part, je voudrais vous parler dans les quelques minutes qui me restent d'un philosophe qui pense exactement le contraire, c'est-à-dire qui pense que l'abstraction c'est très bien et qu'effectivement il est nécessaire de déconstruire l'évidence qui se présente à nous si on veut espérer un petit peu comprendre quelque chose au réel. Et plus encore, le philosophe en question estime que la déconstruction de l'évidence, même s'il n'utilise pas exactement ce terme, mais c'est vraiment l'idée, la déconstruction de l'évidence est le fonctionnement même de la science. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on produit du progrès scientifique, c'est comme ça qu'on avance dans la connaissance de la nature, c'est en faisant une croix sur ce qu'on croyait savoir. Parce que notre connaissance était mal fondée, parce qu'elle venait de mauvaises sources, parce que ce n'était pas rationalisé. Et ce philosophe, c'est Bachelard. J'attendais quelqu'un du public. Mais Bachelard, donc un philosophe français du XXe siècle, première moitié du XXe siècle, qui a défendu ce point de vue dans plusieurs textes. Les plus fameux, c'est La formation de l'esprit scientifique. Mais moi, en l'occurrence, je voudrais travailler sur un autre texte, un texte un peu plus de jeunesse, qui est en fait une étude de l'évolution d'un problème physique. Alors, je n'ai pas vraiment le temps d'explorer dans le détail l'argument de Bachelard. Alors, je voudrais juste le synthétiser, puisque c'est aussi notre rôle ici, en quelques mots. En fait, Bachelard s'intéresse beaucoup à l'histoire de la physique et il se rend compte que les scientifiques ont toujours énormément de difficultés pour parvenir à comprendre les phénomènes. On n'a pas de compréhension scientifique rigoureuse, spontanée des phénomènes. Il faut se casser la tête, il faut faire des expériences, on fait des modèles, ça ne marche pas, il faut les reprendre. Bref, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et il se dit, mais comment ça se fait que ce soit compliqué? Si c'est compliqué, ça veut dire qu'il y a une rupture entre nos évidences et la complexité des phénomènes. Ah oui, mais attention, pas seulement. Si c'est compliqué, ce n'est pas simplement parce que les phénomènes en soi sont complexes, parce qu'ils comportent des éléments, des difficultés intrinsèques. Il y a également des difficultés qui viennent de nous-mêmes. Il y a une forme d'inertie de l'esprit, une forme d'inertie de la pensée, qui fait qu'il y a des lenteurs qui sont propres à notre manière de nous représenter le monde. Et donc on est d'une certaine manière ankylosé, on est retardé par nos croyances, par nos évidences, par nos intuitions. Donc ce sont des poids dont il faut essayer de se décharger. Et alors l'exemple qu'il prend, qui est assez merveilleux... Des obstacles même, pour être exactement. Alors c'est un concept qu'il va développer ensuite, ce sont les obstacles, les fameux obstacles épistémologiques. L'idée que la principale chose qui nous freine dans le progrès, c'est pas la complexité des phénomènes, mais c'est vraiment la manière qu'on a de penser, quoi, qui n'est pas du tout adaptée à ce qu'on voit. Et alors lui, ce qui va l'intéresser particulièrement, c'est en gros, c'est la compréhension qu'on avait de la chaleur. Pendant très longtemps, on n'a rien compris à la chaleur. Et pour le montrer, Bachelard s'intéresse vraiment à la production des scientifiques. Alors il va s'intéresser à la production des physiciens du XVIIIe siècle. Il va s'intéresser à l'article Chaleur de l'encyclopédie. Donc vraiment l'ouvrage qui fait autorité, si vous voulez, dans l'institution scientifique du XVIIIe siècle. Il s'intéresse à ce que dit l'article de l'encyclopédie sur la chaleur. Et alors, il tombe sur cette phrase. La chaleur se propage du centre vers la circonférence
et en même temps de bas en haut. Et alors là, Bachelard, en voyant ça, si vous voulez, il tombe de sa chaise. Il dit, la chaleur se propage du centre vers la circonférence. On n'a aucune expérience qui permette de montrer ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on affirme de la chaleur, mais rien dans les phénomènes ne permet de montrer ça. Aucun phénomène thermique ne fonctionne comme ça. Alors, d'où ça vient? Puisque ça ne vient pas de ce qu'on peut voir, voyez. Et alors ensuite, deuxième chose, il y a cette histoire de la chaleur se propage de bas en haut. Et alors ça, Bachelard dit, mais si on y réfléchit... C'est anti-aristotélicien presque. Oui, mais alors il dit, mais attendez, on va réfléchir 2 secondes. En fait, il va dire, c'est complètement bizarre que les physiciens aient eu cette idée à l'époque, parce qu'il y avait une expérience, mais rudimentaire, qu'on pouvait déjà faire. Ça ne demande pas des accélérateurs de particules ou des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose de rudimentaire qu'on pouvait déjà faire et qui montrait, mais de la manière la plus simple, que c'était juste pas possible. Et cette expérience, voilà, je vous la décris en 2 secondes. Vous prenez une source de chaleur, vous l'allumez, d'accord, et vous suspendez ensuite une plaque, une barre, on va dire, métallique. D'accord? Vous la suspendez comme ça, vous mesurez le temps que met la plaque pour chauffer. Ensuite, vous retournez la plaque, vous mesurez ça dans l'autre sens, et vous vous rendez compte que, en réalité, la plaque métallique, ou plutôt la barre métallique, va mettre le même temps pour chauffer de haut en bas, ou de bas en haut. Et donc il va dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Alors pourquoi est-ce qu'ils font une espèce de direction? Pourquoi la chaleur est censée se propager du bas vers le haut, alors qu'il suffisait juste de faire l'expérience, quoi. Faites l'expérience et vous verrez que ça ne marche pas. Et bien Bachelard a une idée pour expliquer ça, il va dire, c'est très simple. C'est qu'en fait, l'image qu'on a pour se représenter la chaleur au XVIIIe siècle, c'est celui de la chandelle ou c'est celui de la flamme de cheminée. Donc, un point de combustion qui s'élève en hauteur. Et donc, on a une énergie qui part d'une source basique, d'accord, du sol, et qui monte. Et donc, on imagine la propagation de la chaleur sur le modèle de cette image. Tant qu'on fait ça, on ne peut pas avancer dans la science. Et ce qu'il va montrer ensuite, c'est qu'on a commencé à comprendre quelque chose à la chaleur à partir du moment où on a renoncé à cette image, où on a accepté de s'en débarrasser pour justement ouvrir l'espace, libérer l'imagination et l'intelligence, et ouvrir donc l'espace à de nouvelles hypothèses. Voilà, désobstruer notre imagination pour recommencer à penser un réel qui, décidément, est beaucoup moins intuitif que ce qu'on pourrait croire de prime abord. Ce qu'il appelle aussi la psychanalyse de la connaissance objective. Exactement, c'est ça. Ensuite, alors la psychanalyse, c'est comprendre d'où viennent ces images. C'est-à-dire ensuite, il faut faire une espèce de thérapie de l'imagination, voir, en fait, l'imagination, c'est l'usine des images, si vous voulez, qui viennent obstruer l'esprit scientifique. Et Bachelard dit, c'est pas du tout grave qu'on ait de l'imagination, c'est même très bien, il y a une dimension poétique de l'être humain. Simplement, il faut décorréler ça de la science et il faut l'étudier à part. Et donc, c'est l'objet de cette psychanalyse des images, effectivement. Alors, j'ai quand même réussi à être long. Donc... Non, à peine. Eh bien, écoutez, on voulait laisser quand même un tout petit peu de temps avec vous, public, pour des questions. Il reste 5 minutes. C'est 2 minutes 30 au compteur, mais en réalité, c'est 5 minutes. Là, je comprends très bien l'histoire de déconstruction. Je signale que quand j'ai passé ma thèse il y a une 30aine d'années, mon directeur de thèse m'avait aussi fait réécrire 3 fois. J'ai dû donner 3 versions. Après, il y a eu, mais là on était dans des questions de forme, il y avait eu un moment de question de fond où juste avant de passer mon HDR, j'avais vu que j'avais une démonstration de maths qui était fausse. Bon, j'ai réussi à rattraper le coup 1 semaine après. Bon. Alors sinon, l'une des questions que je pose, c'est qu'il faut savoir, quand on parle de construire et déconstruire, c'est déconstruire quoi pour reconstruire quoi? Alors moi, je peux vous répondre très brièvement. Déconstruire quoi? Des discours. Pour reconstruire quoi? Des discours. C'est-à-dire des représentations du réel. Et donc je passe maintenant le témoin. Alors, je ne sais pas si la question est supposée se transposer à tous les domaines. En tout cas, si j'essaie de la transposer, moi, ce serait... il y aurait 2 choses. Déconstruire des textes pour reconstruire des textes. Déconstruire des textes pour reconstruire des textes. Mais aussi déconstruire la posture de l'écriture et certains mythes associés à la figure de l'écrivain pour reconstruire des choses plus ouvertes et plus efficaces pour l'écriture. Oui, on s'est demandé jusqu'où on pouvait déconstruire du point de vue du matériau aussi. Oui, en fait, je vais plutôt parler de ce qu'on appelle l'éco-conception. Je travaille sur l'éco-conception des bâtiments. Donc, la démarche d'éco-conception, la première chose
la première question qu'on se pose, en fait, c'est de se demander c'est quoi l'utilité. Donc déjà, l'idée de est-ce que c'est utile ou pas, c'est quoi mon besoin. Donc il y a cette idée aussi de déconstruire nos besoins, parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans la surconsommation, donc on a envie de consommer plein de choses et on ne se pose pas trop la question est-ce que j'ai besoin de ça. Donc déconstruire justement cette idée de besoin et pour en consommer moins. Déconstruire devient presque synonyme de décroissance là. Est-ce que Jimmy disait déconstruire des discours, mais Tiffaine, est-ce que c'est pas aussi déconstruire des méthodes au niveau méta? Oui, des méthodes, mais moi surtout je dirais déconstruire des visions du passé qui sont pas forcément fondées toujours sur des éléments objectifs. Enfin, des fois, on a envie d'avoir des récits, par exemple le récit national, tel que le fait Zemmour, c'est quand même la deuxième fois qu'on en parle dans Time de Zemmour. Non mais bon, forcément. Non mais conférence, je sais plus. C'est un type de récit historique que l'on voudrait avoir sur notre passé et qui est pourtant en fait assez éloigné de la réalité des sources et de finalement concrètement ce qu'on voit. Enfin, nous, dans notre démarche scientifique. Et donc, pour reconstruire quoi ? Des discours qui sont les plus justes possibles scientifiquement parlant. Et ça veut dire, scientifiquement parlant, vérifiables, qui peuvent être contrôlés, et surtout, au bout d'un moment, on va dire, sur lequel s'établit quand même, je ne vais pas forcément dire un consensus, parce qu'il y a toujours du débat, mais enfin, certaines reconnaissances de leur établissement, quoi. En fait, ça me revient, garde le micro, parce qu'en fait, c'était à la conférence que tu as synthétisée aussi de Sylvie Viviorca, qui parlait justement du récit national en tant que récit qui a plus vocation à faire consensus, à réunir, qu'à s'approcher d'une certaine vérité historique. Voilà. Donc, si vous voulez, allez revoir la conférence de Sylvie Viviorca. Oui, la différence avec elle, son travail de psychothérapeute, quoi. Exactement. C'est surtout ça qu'elle évoquait. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on arrive à la demi, c'est-à-dire malheureusement à la fin de cette table ronde. Je vous propose de remercier très chaleureusement Tiffaine, Jimmy, Barnabé et Rachna. Et puis quand même pour vous laisser de quoi penser pour la fin de Time World et puis pour les années qui viennent, il y a quand même un grand philosophe de la déconstruction dont on n'a pas parlé, c'est Nietzsche. J'ai cherché hier soir un peu, mais c'est tellement... Il faudrait faire 1000 tables rondes pour parler de Nietzsche. Mais quand même, j'ai lu une phrase qui m'a beaucoup marqué dans un commentaire hier, c'est que chez Nietzsche, le processus de création est indissociable de la destruction. Et voilà, je vous laisse sur cette idée à méditer. À bientôt.